Bonjour à tous nos frères et sœurs de par le monde. Bonjour et bonsoir pour ce numéro qui concerne notre épisode sur Haïti, spécial Haïti que nous sommes en train de vous présenter en cette période de fin décembre qui allait entrer au 1er janvier où nous avons déjà vu 2 numéros sur la déclaration de l'indépendance et notamment également sur ce qu'on appelle le contrat, la déclaration de l'indépendance et ce qu'on appelle la constitution de 1805, la constitution impériale d'Haïti. Aujourd'hui, ça fait déjà depuis le 31 décembre, nous avons voulu vous présenter cela. Et même hier, 1er janvier, nous avons présenté ce dernier numéro qui concerne la soupe au giromon. Donc, malheureusement, une grippe, une douce nous a empêché de vous présenter ce numéro et on a dû faire un excès pour pouvoir vous présenter ce numéro ce 2 janvier qui reste encore la deuxième journée de cette célébration parce que la célébration de notre indépendance a été faite sur 2 jours, le 1er et le 2 janvier. Voilà pourquoi je tiens à vous présenter ce numéro sur la soupe au giromon. Écoutez bien le titre que vous allez entendre. La soupe au giromon qui va confirmer que le 18 novembre 1803, les maîtres sont devenus les esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Ça veut dire que c'est à travers la soupe au giromon qu'on va confirmer, qu'on va prouver à l'humanité que les maîtres sont devenus des esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Et nous allons vous expliquer, vous les Haïtiens notamment, nous avons ça dans notre coutume de prendre la soupe au giromon le 1er janvier, de fêter même le 2, mais sans connaître en réalité la profondeur de cet acte, de ce geste, de ce moment clé, de ce grand jour. Et nous allons vous expliquer cela à travers ce numéro. Donc voilà pourquoi nous titrons la soupe au giromon. Les maîtres sont devenus esclaves et les esclaves sont devenus des maîtres. Et à travers les 2 premiers numéros, nous vous avons parlé de la déclaration de l'indépendance qui, à travers ce document, cet extrait qui montre que Haïti est un empire. Et à travers cela, la déclaration d'indépendance interdisait un ensemble d'éléments que malheureusement que nous sommes en train de vivre, comme par exemple le fait pour des étrangers, notamment les blancs français, d'avoir des territoires, des propriétés chez nous. Donc malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons vu la constitution impériale qui va maintenant s'accentuer sur ça en disant que, si je reprends juste l'article 1er de cette constitution qui nous dit carrément que à travers que le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Donc ça veut dire la déclaration de l'indépendance dit que nous sommes un empire et la constitution de Dessalines impériale de 1805 confirme encore que nous sommes un empire, que Haïti est un empire et nous avons je m'excuse, comme je vous ai dit, j'ai la tousse. Je m'excuse si des fois ça arrive que vous m'entendez tousser. Je m'excuse. Et l'article, il y a un article qui va dire par la suite que
Haïti, les couleurs d'Haïti sont bleu et rouge. Les couleurs d'Haïti sont bleu et rouge. C'est l'article dans ce qu'on appelle les dispositions générales. L'article 20 qui dit que les couleurs nationales sont bleu et rouge. Et voilà pourquoi, après ce numéro sur la soupe au Giromont, nous allons vous parler des empires et royaumes d'Afrique. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Haïti est un royaume, est un empire. C'est à partir des prochains numéros qui vont suivre, nous allons parler des empires d'Afrique. Et cela va nous montrer originellement que nous sommes des empires. Voilà pourquoi dans notre déclaration, dans notre constitution, il est dit que nous sommes un empire. Haïti est un empire. Nous sommes des princes, nous sommes des rois, nous sommes des princesses qui ont été déportés, qui ont été pris en captivité. Voilà pourquoi maintenant, étant tombés sur cette terre qui s'appelle Haïti, nous faisons de cette terre un empire, un royaume. Entrons maintenant d'emblée dans notre numéro. C'est que la soupe au Giromont, 1er janvier 1804, les maîtres sont devenus des esclaves et les esclaves sont devenus des maîtres. 1er janvier 1804 a confirmé que 18 novembre 1803, les maîtres sont devenus des esclaves et les esclaves sont devenus des maîtres. Et Jean-Pierre Le Glonec l'a aussi bien dit dans ce qu'on appelle son ouvrage L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Commençons d'abord par parler du Giromont. Le Giromont est une variété de potiron appartenant à l'espèce Cucurbita maxima de la famille des Cucurbitaceae. Sa forme et ses couleurs très particulières lui ont valu le surnom de potiron turban ou de bonnet turc. Aux Antilles, en Haïti comme en Guyane, notamment en Guyane, le terme Giromont désigne l'espèce Cucurbita mochata. La partie inférieure hémisphérique porte une sorte de calotte à 3 bosses dont elle est séparée par un liseré liégeux. Gris ou vert, le Giromont peut aussi être bariolé de rouge, de vert et de blanc, ce qui lui donne un aspect décoratif recherché et indéniable. Sa chair est ferme, sucrée et farineux. Étymologiquement, l'orthographe Giromont est également admise, car étymologiquement, le terme dérive de Giromoun, en pointant à la langue toupie qui désignait une sorte de courge cultivée dans les îles des Antilles par les habitants que l'on appelle les Indiens Caraïbes. Il est attesté que dès l'an 1614, sous la forme Giromont. Il est attesté dès l'an 1614 sous la forme de Giromont. Son utilisation consiste, il se décline en salade, en purée, en compote, migan. Ça veut dire que on peut faire une sorte de migan avec le riz, avec petit mil, avec maïs même. Ok, dans des potages pour les rendre plus consistants. La chair, une fois cuite, est très onctueuse, mais quelque peu farineux. En Guyane, il existe un plat traditionnel appelé giromonade. C'est un plat fait à base de purée de giromont. Son écorce évidée est utilisée comme récipient. Ça veut dire la peau du giromont, on peut la gratter et que ça devienne comme un récipient. On peut mettre de l'eau, on peut manger dedans parce que c'est très dur, très solide. Une légende, écoutez ça, bon, sans parler de ça, on va parler de Haïti. Ok, en Haïti,
Ok, on dit en Haïti, on utilise le giromont pour faire la fameuse soupe de l'indépendance. Soit le 1er janvier, date d'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. En Haïti, on utilise le giromont pour faire la fameuse soupe de l'indépendance, soit le 1er janvier, date d'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Maintenant, abordons maintenant la question de la soupe. Si on dit qu'on utilise le giromont pour faire de la soupe, voilà maintenant ce qui nous amène à parler de la soupe de giromont, notamment en Haïti. La soupe giromont est un rappel de l'histoire de l'indépendance que Haïti a arraché à la France, à l'oppresseur, au barbare français. Ok? Le 18 novembre 1803. Et cette fête a été célébrée comme date d'indépendance le 1er janvier 1804. On dit que c'est un rappel de l'histoire de l'indépendance. À chaque fois qu'on fait la soupe au giromont, c'est pour se rappeler de cette fameuse victoire le 18 novembre qu'on a célébré le 1er janvier 1804. Les anciens esclaves dégustaient cette soupe. Ok? Les anciens esclaves dégustaient cette soupe. Ok? Mais les anciens esclaves dégustaient cette soupe. Les anciens esclaves, on parle de anciens esclaves, dégustaient cette soupe. Mais lorsqu'ils étaient esclaves, cette même soupe leur a été interdite de consommer pendant leur esclavage. C'est avec le souvenir d'être le premier peuple à obtenir son indépendance, notamment en Amérique, que de génération en génération, les Haïtiens renouent avec le passé. Cette soupe qui symbolise, on dit symbole témoignant leur fierté, leur dignité. C'est une tradition haïtienne qui se partage en famille. On surnomme ainsi la soupe au giromont. En bon créole, on dit soupe giromont, puisqu'elle rappelle l'histoire de l'indépendance d'Haïti. Il rappelle la défaite de l'armée française le 18 novembre 1804 et la victoire de notre armée indigène avec notre stratège, le grand général Jean-Jacques Dessalines, devenu empereur. Après la fameuse et importante victoire avant-hier, le vendredi 18 novembre 1803. On surnomme ainsi la soupe au giromont, puisqu'elle rappelle l'histoire de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, après la fameuse et importante victoire, la plus importante victoire avant-hier, le vendredi 19 novembre 1803. Au temps de la colonie française, avant l'indépendance de l'île d'Haïti, la consommation de cette prestigieuse soupe était autorisée uniquement aux maîtres fortunés et les colons. Ok, aux maîtres fortunés, les colons. Les esclaves n'y avaient pas droit, et ce, malgré le fait qu'ils étaient les seuls à semer et cultiver le précieux fruit. Vous entendez? Cette consommation de soupe nous a été interdite. Ça a été réservé uniquement aux barbares colons, alors que c'est nous qui semaient et cultivaient. Ok? Ce sont les esclaves qui semaient et cultivaient ce précieux fruit. La valeur historique et politique qui entoure cette soupe en Haïti vient du fait qu'au jour de la célébration de l'indépendance du pays, la femme du général Jean-Jacques Dessalines, en la personne de Marie-Claire Bonheur, née à Léogane en 1758 et morte au Gonaïve le 9 août 1858, elle a vécu 100 ans, et impératrice d'Haïti
de 1804 à 1806 parce qu'on a tué son mari Dessalines. En tant qu'épouse de Jean-Jacques Dessalines, empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier, Marie-Claire Bonheur autorisa la consommation de cette soupe à tous, paysans comme anciens esclaves, afin de montrer au monde entier, écoutez ça bien, Marie-Claire, la femme de Dessalines, a autorisé la soupe au giromont, la consommation de cette soupe au giromont à tous, paysans, noirs comme mulattes, ok, afin de montrer au monde entier, particulièrement à la France, aux babas français, aux Anglais, aux Portugais, aux Espagnols, aux États-Unis, et notamment, je le répète, à la France, que Haïti est devenu un peuple libre et indépendant. Voilà pourquoi nous disons que le 1er janvier 1804, à travers la soupe au giromont, ce geste a prouvé que le 18 novembre 1803, les maîtres sont devenus les esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Bien ancrée dans la tradition haïtienne, cette merveilleuse soupe vitaminée est donc préparée et consommée le 1er janvier de chaque année, en mémoire de leur indépendance arrachée le 1er janvier, le 1er novembre 1803, à Vertières. Vertières, ce mot qui fait peur, à l'Occident, à l'homme blanc. Dans quelques régions du pays, cette soupe est consommée tous les dimanches. Cette tradition hebdomadaire viendrait du fait que, comme dans certains villages, le marché a lieu le dimanche. Les gens ont pris l'habitude de faire cette soupe afin de faire cuire les légumes non vendus au marché du jour. Communément, le giromont se mange cuit, en salade, en purée, avec de l'ail et de l'huile de sésame, en compote ou chutney, et il est un excellent lien pour les potages. Ok? Nombre d'historiens et écrivains rapportent, c'est comme rappel. En rappel, on dit nombre d'historiens et écrivains rapportent que du temps de la colonie, seuls les maîtres savaient manger la soupe au giromont. Les esclaves n'y avaient même pas accès, malgré qu'ils aient été les seuls à les semer et à en prendre soin. Nul besoin de dire combien prestigieux fut cette question de consommer la soupe. Le 1er janvier 1804, date de la célébration de notre victoire, de notre triomphe, du triomphe que le monde n'a jamais connu à Vertières. Cette plante que les Européens aimaient est bien originaire de l'Amérique tropicale. Il est cultivé aussi de manière spontanée dans les régions tropicales et subtropicales. L'espèce se développe bien dans les zones humides de la Caraïbe et se multiplie par graines et boutures de tiges. Il fleurit en mai-juin et fructifie toute l'année, surtout pendant la saison sèche. La récolte des fruits intervient 2 mois après les premières fleurs. Le terme giromont est attesté depuis 1614 et désignait une sorte de courge cultivée dans les Antilles par les Amérindiens, les premiers habitants des Caraïbes de l'Amérique. Et contrairement à la façon dont le 1er janvier est fêté dans le monde, notamment en Occident, en l'honneur de leur dieu à 2 têtes opposées, à savoir Janus, pour nous les Haïtiens, ce grand jour qu'est le 1er janvier, depuis 1804,
devient une journée de retrouvailles, de partage, de convivialité et de reconnaissance au sein de cette grande communauté qui a donné à l'humanité sa liberté. Voilà pourquoi, lorsque le 1er janvier arrive, nous les Haïtiens, nous disons que ce n'est pas seulement la célébration de la victoire d'Haïti, ce n'est pas seulement la célébration de la fête d'Haïti, mais c'est la célébration de la fête de l'humanité, parce que c'est pour célébrer la victoire sur la barbarie occidentale qui a été imposée par les Portugais d'abord, les Espagnols ensuite, les Français, les Anglais et par la suite les États-Unis. C'est la victoire de l'humanité. 1804, c'est la fête de l'humanité. Tout comme la soupe Jérôme doit être connue de l'humanité. Et lorsque vous buvez cela, vous allez boire cela avec cette fierté de dire 18 novembre 1803, les maîtres sont devenus des esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Ce nouvel an, par la dégustation de la soupe, apporte toujours de l'espoir à un peuple qui en a soif. Au moment où je vous parle, Haïti a bu cette année, c'est sûr, malgré la disette, malgré les catastrophes, malgré les tergiversations de l'ennemi, à travers des élections, à travers l'insécurité, à travers la pénurie, à travers la faim, à travers les tempêtes qui nous ont frappés, Haïti a bu la soupe au Giromont ce 1er janvier 2017 avec l'espoir que le prochain triomphe est pour bientôt. Et même des gens de la diaspora, comme lorsque je dis la diaspora, c'est en exil, en dispersion par rapport à Haïti, comme moi qui suis maintenant au Canada qui vous fait cette émission, en majeure partie savent rentrer dans le pays pour passer. Mais on dit les gens, des gens de la diaspora de partout, en majeure partie savent rentrer dans le pays pour passer ce moment merveilleux en famille. Lorsque je dis en famille, c'est la grande famille, en vue de commémorer une fois de plus non seulement leur indépendance, mais aussi honorer la mémoire infinie de tous les braves qui ont arraché, qui nous ont arrachés, qui nous ont rachetés du jour de l'esclavage. Je m'excuse, c'est parce que la grippe me panique un peu, mais je ne peux m'empêcher de vous faire ce numéro. On dit, des gens de la diaspora de partout, en majeure partie, savent rentrer dans le pays, en Haïti, pour passer ce moment merveilleux en famille, la grande famille, en vue de commémorer une fois de plus, non seulement leur indépendance, mais aussi honorer nos ancêtres, honorer la mémoire infinie de tous nos ancêtres, les Sani Belair, les défilés, les Cécile Fatima, les Marie-Claire Bonheur, les François Capoua, les François Boukman, les François, les Douti Boukman, les François Macandal, les Belair, la famille Belair, les Gabar, les Christophe, les Dessalines, oui, qui nous ont rachetés du jour de l'esclavage. C'est pour honorer leur mémoire. Ceux qui ne peuvent pas rentrer en Haïti, comme moi, parce que la famille vient de rentrer, je ne peux pas rentrer en Haïti pour aller célébrer ça avec eux. Prépare à l'étranger cette soupe, car la consommation de la soupe concerne tout ce qui a rapport avec l'âme haïtienne et donne un sentiment d'appartenance et reflète une partie importante de notre identité, renouvelle notre fierté et dignité et renvoie particulièrement ce vibrant message encore une fois que
tout homme n'est libre et égaux en droit. Ce qui nous a poussé à crier grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe, non point maman, non point papa. C'était ça, notre hymne de triomphe qui nous a permis de dire liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni père ni mère. Tant pis pour ceux qui meurent. Grenadier à l'assaut. Liberté ou la mort. Alors mes chers compatriotes haïtiens qui sont un peu partout à travers le monde, soyez fiers de vous. Et vous, les autres nations, Bantou ou tout autre, ne cessez jamais de pratiquer, de respecter le peu de traditions qui nous sont encore restées. Notre peuple Bantou dispersion, notamment haïtien, car d'elle découle notre délivrance finale. De la découle notre délivrance finale, puisqu'il a été dit, je vous lis ça dans Deutéronome chapitre 33 verset 8 à 11 pour terminer. Vous pouvez lire ça en français, mais je vais lire ça en créole pour mes chers compatriotes haïtiens qui ont crié grenadier à l'assaut, non point maman, non point papa, ça qui mourit, ça fait aïe. Je vais vous tirer ces paroles dans les Écritures qui prophétisent notre victoire finale. Dans Deutéronome 33, verset 8 à 11. Mais ça le dit pour branche famille Lévi. Zambé. C'est vous-même qui pour faire yo connaître volonté ou. Y a servi ou sans laguer. Ou te sonde yo bon massa. Ou te kembe tête à yo bon sous de l'eau. Meriba yo. Je m'excuse. Verset 9. Yo pas contre papa, yo pas contre maman. Voici le mot grenadier à l'assaut. Non point maman, non point papa. Yo pas contre papa, yo pas contre maman. Yo pas contre frère, yo pas contre petite. C'est l'ordre yo à suivre. C'est contrat là, y a kembe ferme. Verset 10. Y a monté petit Jacob yo, règlement ou yo. Y a monté petit Israël yo, la loi ou là. Y a boulé l'encens pour vous, devant vous. Y a offert sur l'autel ou bête yo touye pour bouler net pour vous. Verset 11. Que moi éviter nous kembe dans tête nous. Oh Zambé, bayo en pile courage. C'est pour yo faire ou plaisir dans tout ça y a fait. Comme ça. Casser rien, monde qui pas vle yo. C'est pour les millions, pas qu'à lever tête encore. Casser rien, l'ennemi qui pas vle yo. Casser rien, l'ennemi qui pas vle yo. Casser rien, monde qui pas vle yo. C'est pour l'ennemi yo, pas qu'à lever tête encore. En français il est dit. Oh Zambé, donne-leur de la force, brise les reins de ceux qui de leurs ennemis et que leur adversaire ne se relève plus. Ça veut dire que notre prochain triomphe, l'Occident qu'on a vaincu le 18 novembre 1803 et qui s'est relevé et qui nous piétine encore une fois, je vous le dis, le prochain triomphe sera le dernier. Le prochain triomphe sera le dernier. Et la prochaine défaite de l'Occident sera la défaite finale. À bon entendeur, salut. Je vous laisse avec ces musiques qui ont été faites pour la Copa América où Haïti devrait participer et qui reflètent notre histoire à travers cette musique qui parle de notre histoire de liberté de 18 novembre et du 1er janvier. Et je vous laisse avec cette musique. Bonne écoute.
Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada. Vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Lux. Alors, vous vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée, le soir il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu, mais ce qui est certain c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien, il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays ? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui ? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes, à Saint-Domingue, sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire ? Quelles sont les conséquences concrètement ? Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français, selon Napoléon. Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous. Alors c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnu comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser, c'est ça, pour mobiliser.
Mais Vertières est un symbole de résistance populaire, encore aujourd'hui en Haïti. Ouais. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire? Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. B.I.B. baby. Jamais que nous pas sauter dans mes soucis pour n'affronter. Nous c'est symbole liberté, nous soignons la foi augmentée. Nous c'est symbole liberté, nous soignons la foi augmentée. Nous c'est symbole liberté, nous soignons la foi augmentée. L'union fait la force, ensemble nous pour aller. Nous pas prêts de camper, avancer, avancer. Pour nous t'es capable pour liberté. Chaque esclave. L'union fait la force, ensemble nous pour aller. Nous pas prêts de camper, avancer, avancer. République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est important.